cherish the past. Enjoy the present, because the truth is coming. Quand le film sort en 98, X-Files est une série qui arrivait au terme de 5 saisons au succès planétaire. Les aliens ont la cote, ils ont même atteint leur pic, et en particulier les histoires d'invasion extraterrestre. Il y en a eu des tas, je vais pas tous vous les citer, mais on va dire que l'alpha et l'oméga du genre, au milieu des années 90, ça a été Independence Day de Roland Emmerich et Men in Black de Barry Sonnenfeld. Donc le premier est sorti en 96, le deuxième est sorti en 97. Et puis donc en 98, on a ce film, X-Files Combattre le futur. Alors je citerai dès que je peux The Arrival de David Towie, qui est vraiment une petite perle de série B. À la limite, je le préfère même au Pitch Black, que Towie sortira en 99. Mais en tout cas, les années 90 est aussi traversé par des films catastrophes, Twister, Daylight, Pic de Dante, Armageddon, et aussi conspirationniste, un genre qui tirait un petit peu ses dernières cartouches. Alors ça avait commencé en 90 avec JFK d'Oliver Stone. Ça avait continué avec, par exemple, La Firme de Sidney Pollack avec Tom Cruise. J'ai envie de citer aussi Total Recall, parce que c'est adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick, et on va voir un petit peu à la fin de cette chronique que la paranoïa de Philip K. Dick contamine un petit peu... alors, peut-être pas tant la série, mais ça va quand même bien contaminer le cinéma américain à la fin des années 90. J'avais cité régulièrement le film Complot de Richard Donner avec Mel Gibson, parce qu'il a un personnage comme ça qui échafaude des théories, et puis il les écrit aussi, et c'est clairement une influence d'Elon Gunman, en fait, qui est dans la série de Carter. Et ils ont été contraints, sous la menace, à donner des échantillons de sperme dans des petits flacons en plastique qui sont entreposés dans les sous-sols de l'immeuble du Rockefeller Center sous la patinoire. Je voudrais pas être là quand ça va fondre. Et puis les années 90, d'un point de vue politique, bon, la guerre en Irak, je vois un peu mal... pour l'instant son influence dans la série, peut-être plus dans les saisons 8 et 9, mais en tout cas c'est surtout l'affaire Lewinsky, en fait, cette stagiaire à la Maison Blanche qui faisait des gâteries au président, qui exhibait d'ailleurs sa robe tachée pour témoigner. D'ailleurs il y a eu une adaptation avec John Travolta, mais j'ai oublié le titre. Donc on peut dire que le film surfe sur l'air du temps. Bon, déjà c'est au terme de 5 saisons d'un énorme succès, et puis c'est aussi une adaptation de série télé, et dans les années 90, les adaptations de séries télé, c'était tout simplement un raz-de-marée. Au cours de la décennie, on en a vraiment eu une tétrachée. Alors je vais les citer dans le désordre. Il y a eu Le Saint, Le Fugitif, Chapeau melon et bottes de cuir, le premier Mission Impossible, Lost in Space, etc. You all know who I am. Mais il y a quand même une différence de taille, c'est que X-Files était une série en cours, et j'ai pas trouvé d'autres exemples, hormis South Park. Un peu plus tard, vers 2006, il y a eu évidemment les Simpsons, mais même les Star Trek, en fait, qui sont sortis dans les années 90, je peux pas les considérer comme des films entre deux saisons, parce que les films avec Patrick Stewart ont été tournés après la série. Les séries Star Trek qui étaient diffusées à la télé, c'était des spin-offs, en fait, des histoires dérivées. Donc le succès semblait acquis, mais il y avait quand même un défi de taille. Comment faire un film qui fonctionne de manière indépendante, qui gagnerait un public qui ne suit pas la série? Et pour moi, c'est une donne qui est à prendre en compte, parce qu'on continue à avoir des films qui sont le prolongement de séries, mais qui laissent sur le carreau ceux qui n'ont pas suivi. Par exemple, Kaamelott d'Alexandre Astier, pour moi, ça a été extrêmement compliqué et même douloureux de suivre. Mis à part Arthur et Lancelot, je n'arrivais pas à retenir le nom des personnages. Comment il s'appelle, Perceval, j'arrivais pas à l'identifier, et puis en plus j'avais un mec à côté de moi qui rigolait mais toutes les minutes, et j'étais complètement laissé sur le carreau, je ne réagissais pas aux blagues, donc ça a été une catastrophe. Alors effectivement, le plus gros problème du film X-Files, en fait, c'est son scénario, déjà parce qu'il est truffé d'incohérences, de trous. Il semble avoir été écrit à la va-vite, et on sait que c'était pendant les vacances de Noël à Hawaï, et ils ont établi une sorte de résumé détaillé sur quelques jours, et puis après, donc Carter, il est parti dans son coin pour écrire un scénario,
d'ailleurs, c'était pendant la conception de Tunguska. Donc ça, je l'ai appris avec le podcast Le Coin Pop. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que je lui reproche précisément la même chose, c'est-à-dire des incohérences géographiques avec des personnages qui se téléportent d'un point à un autre en un claquement de doigts. Rappelons que dans Tunguska, Mulder est en slip dans une cabane dans la forêt au fin fond de la Russie, et il arrive quand même à temps pour témoigner dans une commission à Washington, alors qu'il avait pas de thunes, donc pas de vêtements, pas de téléphone et certainement pas de couteau. Tunguska d'ailleurs, c'était un épisode mythologique dont certains éléments m'échappaient, comme l'histoire du bras amputé pour éviter les tests. Pourquoi pas le faire sur l'autre bras par exemple. Donc ça met à mal le grand principe de Carter concernant la crédibilité. C'est une phrase que j'ai notée dans son commentaire audio de 2008. Il dit « Notre mantra pour la Syrie a toujours été « Ça n'est effrayant que si c'est crédible si ça fait vrai. » Or, la crédibilité, c'est purement subjectif, où il faut savoir aussi confronter son histoire pour voir ce qui peut éventuellement pêcher. Et dans le film, l'un des plus gros problèmes concernant la cohérence, ça intervient très rapidement avec la séquence à Dallas où Mulder et Scully cherchent à localiser une bombe. Des terroristes auraient averti qu'une bombe allait exploser. Bon, ok. Nos deux agents suspectent l'appel bidon. Mulder a l'intuition que c'est l'immeuble d'en face, ok. Et donc, après, y a Scully qui veut un coca. Donc, il va au distributeur. Il en trouve un. Il met sa pièce, machin, il voit que ça marche pas. Il regarde derrière. Ah, la machine est débranchée. Il démonte le machin et là il se rend compte qu'il y a une bombe. Donc déjà Mulder il est extrêmement fortiche, et notez bien qu'on ne fait jamais appel à ses qualités d'enquêteur. C'est vraiment toujours le fruit du hasard. On dépêche par la suite un démineur qui est joué par l'excellent Terry O'Quinn, qui a d'ailleurs donc uniquement 2 minutes de présence, mais il est parmi l'un des plus beaux plans du film, le gros plan sur son regard comme ça qui il contamine vraiment l'écran. Il est d'un charisme inouï et il arrive à donner corps à un personnage qui est d'ailleurs très peu caractérisé. Tell me that's just soda pop in those canisters. It's just what it looks like. Big IED. 10 gallons of Astrolite. Okay. Get everybody out of here, clear the area. Donc le personnage de Terry O'Quinn fait évacuer tout le monde, on imagine qu'il va désamorcer la bombe, mais en fait non, il se résigne, il ne fait rien, il laisse les secondes comme ça s'égrener. Et donc ça explose, alors c'est un moment qui est extrêmement marquant. Mais confus, c'est d'ailleurs à l'image du film, le film a plein d'idées, mais mal exploitées. On apprendra plus tard qu'on recense parmi les quelques victimes des pompiers et un petit garçon, qui sont en fait les victimes de l'île Noire au Texas dans la séquence précédente. Donc il fallait pour la conspiration que ce bâtiment explose. Le pauvre Queen, on apprendra plus tard, il devait se sacrifier pour que ça se fasse. Alors moi je trouve que c'est une belle idée, seulement à bien réfléchir, ça tient pas debout. Déjà, pourquoi envoyer le FBI? C'est pour faire exploser le bâtiment. Alors vous me direz, oui, mais on les envoie dans le mauvais bâtiment, exprès, peut-être pour les préserver. Alors d'accord, mais dans ces cas-là, pourquoi avertir que ça va exploser? On pourra toujours mettre ça sur le dos des terroristes après coup. Alors moi je suis pas du tout contre l'idée, très complotiste dans l'âme en fait, de dire que tel événement traumatisant cache en fait une vérité sordide. Mais même là, en fait, ça ne colle pas. Bon, déjà, moi, je trouve aussi que c'est extrêmement alambiqué. Faire exploser un bâtiment dans une grande ville pour faire disparaître 4 corps, c'est vraiment se mettre la rate au courbouillon. Moi, je connais un manouche, vous lui filez 2 billets et il vous fait disparaître tous les corps que vous voulez de façon extrêmement efficace. Et en plus, on évite les dommages collatéraux. De toute façon, on va apprendre plus tard que les corps, ils sont même pas effacés, parce que Mulder et Scully vont être ensuite à l'hôpital Bethesda, où sont planqués les corps dans une morgue, ce qui permettra à Scully de faire une autopsie pour prolonger son enquête. Et même si cette explosion est là uniquement pour justifier la mort de ces personnages, donc de ces pompiers et de ce gamin,
Bien, il y a un truc qui colle pas, c'est ce petit garçon, il est comment faire avaler ça aux parents en fait. Il jouait dans le désert, comment expliquer aux parents qu'il était dans un immeuble à Dallas. Donc par la suite, on va tenter de coller les morceaux dans un dialogue avec l'homme aux mains bien manucuré. Il y a aussi une scène avec le personnage joué par Martin Landau. Mais vous connaissez l'adage, hein, ce qui est dit plutôt que montré est perdu pour le public. Je trouve que le film, en fait, trahit énormément cette méthode qu'ils utilisent. Ça marche bien dans la série, mais dans la série, en fait, ils avaient 3 tableaux. Un tableau par acte, hein, et puis ils mettaient des petites cartes avec les moments forts. Et là, en fait, on sent en fait vraiment ces petites fiches où on met le résumé de la scène en 3 ou 4 mots, et puis le moment fort, le climax. D'ailleurs, en goodies dans le grand livre X-Files, il y a plein de ces petites fiches pour la série. Mais la grande différence de la série, c'est que chaque épisode était en fait désossé par toute une équipe qui pointait les incohérences. Et là, Carter, il l'a écrit dans son coin, il a vraiment voulu s'accaparer totalement son bébé. Donc ces problèmes de cohérence dans le scénario, le film en est truffé. Donc je vous ai parlé de l'hôpital Bethesda dans le Maryland, donc pour autopsier les corps. Ils arrivent à déjouer l'attention d'un garde. Mulder laisse en plan finalement Scully pour rejoindre l'appartement du personnage joué par Martin Landau. Le problème, c'est que l'appartement de Martin Landau, il se trouve à Washington. L'hôpital Bethesda, c'est le Maryland. Donc tout ça, ça se passe dans la même nuit. Moi, quand je reviens d'une soirée chez mon pote Arthur à Montreuil, je mets 1 heure pour faire 50 km. Donc encore une fois, les idées ne sont pas mauvaises, hein. C'est juste que c'est pas assez travaillé, c'est pas assez réfléchi, concerté. Même Stephen King, dans ses remerciements, dans par exemple le Carnet Noir que j'ai lu récemment, enfin c'était cet été, j'ai absolument adoré, il remercie plusieurs personnes qui ont pointé certaines choses, ils l'ont aidé pour consolider son histoire. Carter, il a voulu aller trop vite, il courait plusieurs livres à la fois, donc 2 saisons d'X-Files, Millennium, il y a fatalement un revers de la médaille. Maintenant, on va pas tout bouder parce que c'est super bien orchestré, la mise en scène de Bowman, elle est juste extrêmement classe, c'est une des plus belles explosions des années 90, hein. Alors je citerai aussi Blown Away de Stephen Hopkins, qui était archi spectaculaire. Donc pour accrocher les nouveaux venus, il y a des méthodes qui se remarquent dans le film au kilomètre, hein. On rafraîchit artificiellement la mémoire de Mulder en le surinant sur le pourquoi du comment du parachutage de Scully au bureau des affaires non classé. Du coup, on a de longues minutes artificielles greffées sur l'intrigue, des plages explicatives. Le pompon, ça intervient au bar avec Mulder désœuvré, bourré, qui raconte sa vie à la serveuse. Ça, c'était un petit peu relou. So of course, no one believes me. I'm an annoyance to my superiors, a joke to my peers. They call me Spooky. Spooky Mulder, whose sister was abducted by aliens when he was just a kid and who now chases after little green men with a badge and a gun, shouting to the heavens or anyone who will listen that the fix is in and that the sky is falling. Après, bon, je vais l'évoquer vite fait, il y a cette histoire qui a tant fait parler d'elle. Quand Mulder urine sur l'affiche d'Independence Day. Bon, alors déjà, l'affiche dans cette petite ruelle, c'est une présence qui est assez incongrue, et puis, bon, je trouve pas ça très subtil, quoi, ça nous sort du film. Donc, manque de subtilité en général. D'ailleurs, dans le livre de Robert Sherman, j'ai tenté de traduire mon niveau d'anglais étant ce qu'il est. Il dit que le film offre bien peu, en fait, pour montrer au public pourquoi Mulder et Scully sont devenus si iconiques. Il court beaucoup, mais il ne montre en fait aucune réelle compétence d'enquête. Ça, je l'ai un petit peu évoqué avec l'histoire de la localisation de la bombe. Toute l'intrigue se résout dans une seule scène, ça c'est vrai, où Mulder reçoit un antidote et des coordonnées par un homme sans nom dans une voiture. C'est juste paresseux au possible et cela ne fait rien pour valoriser notre héros. Donc là, je traduis en fait grossièrement ce que Robert Sherman dit dans son livre X-Files, ce qui est pas mal d'ailleurs, hein. Il a un point de vue. Le seul truc qui est dommage, c'est que je trouve qu'il ne met pas trop en parallèle des références littéraires ou cinématographiques. Il se base uniquement sur ce qu'il voit à l'image. Bon, après, il a quand même un esprit assez affûté, donc si vous lisez un petit peu l'anglais, ça peut être un complément tout à fait sympathique. Alors, je reviens un petit peu sur les qualités d'esthète de Ron Bowman. C'est dommage parce que dès le premier plan, on envoie la sauce en fait, on nous fait clairement comprendre que le 2.35, le père Bowman, ça le connaît. Il y a un plan fixe d'une silhouette au loin qui court dans une plaine enneigée. Alors on
on va comprendre que c'est un homme préhistorique qui se réfugie dans une grotte où quelque chose l'habite. C'est inquiétant, d'ailleurs c'est martelé par une bande son bien percutante. J'ai sursauté plusieurs fois et je l'ai regardé avec mon gros casque de gamer pour profiter d'un semblant de stéréo. Donc le film il est truffé de qualité, hein. Il est beau, franchement la photo elle est magnifique. Le seul effet qui a un petit peu vieilli, c'est qu'on voit un peu le maquillage des hommes des cavernes autour des yeux, on voit bien la peau de l'acteur, ça fait un petit peu costume. Donc sinon, à part ce scope, eh bien il y a un score qui est absolument démentiel de Mark Snow. J'ai la BO à part, hein, elle est épique, très loin des nappes de synthé de la série, il donne vraiment du corps, du cœur j'ai envie de dire, et franchement il maquille par la force de son talent, il donne beaucoup de relief à une histoire finalement qui en est dépourvue. Quant au casting, alors je vois souvent des critiques qui font l'éloge de Martin Landau. Moi je trouve franchement qu'il a pas grand chose à faire. C'est un très bon acteur, hein, un très grand comédien évidemment, mais à part sortir par la porte de service du bistrot et puis errer dans une ruelle, l'air vaguement paniqué, en fait c'est sa grosse bouche qui fait le boulot quoi. See this crap? Somebody knows I'm talking to you. Not according to the men in blue. Oh, what is it this time? Kiddie porn again? Sexual battery of a patient? They want to discredit you for what? Because I'm a dangerous man, because I know too much about the truth. Now that end of the world apocalyptic garbage, you right? You know my work? Et enfin, on va évoquer le climax final, la découverte du vaisseau. Alors moi, je trouve ça très bien. Il fallait une longue scène visuelle, en fait, qui sidère, qui laisse Mulder bouche bée. Ça le ramène définitivement à croire aux événements auxquels il a tant douté en cours de saison 5. C'est juste dommage que Scully soit dans les vapes, hein, parce qu'au final, elle s'en souviendra pas. D'ailleurs, je trouve qu'elle est honteusement sous-exploitée, Scully. Hein, elle est rapidement mise hors circuit au profit de Mulder. C'est-à-dire qu'en fait, David Duchovny, on essaye d'en faire un héros de film d'action et en fait, il a pas les compétences pour ça, quoi. Alors, on s'entend bien là-dessus. Hein, David Duchovny, il a une silhouette athlétique. Hein, d'ailleurs, qui s'étoffera, il prend vachement du muscle, hein, je trouve, dans la série Californication, série d'ailleurs où je trouve qu'il est au top de son charisme, mais il bouge pas comme devrait le faire une star de film d'action. Une star de film d'action en fait doit avoir vraiment une façon particulière de bouger, de gérer son corps. C'est presque de la danse quoi. Regardez par exemple Stallone, Van Damme, Schwarzy ou même Steven Seagal en fait, hein, ils avaient tous une façon de bouger particulière. Duchovny, le cinéma, c'est hélas un rendez-vous manqué, et ce n'est pas le poussif et pitoyable Évolution qui me dira le contraire, mais le film est un condensé d'handicapés, hein, entre Sean William Scott, qui est vraiment pénible. On crache souvent sur Rob Schneider, dans les années 90, hein, qui faisait vraiment le sidekick insupportable dans Judge Dredd, dans Knock Off, par exemple, avec Van Damme, mais je le trouve quand même bien meilleur que Sean William Scott. Bref, c'est un film parenthèse en fait qui fait qu'on peut amorcer la saison 6 sans le voir. La grande erreur principale, mais le terme erreur est peut-être malvenu parce que produire un film, ça induit évidemment un geste artistique, mais aussi une réalité économique, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'argent investi. Disons que le film souffre de ce que j'appelle le complexe du blockbuster. On a voulu rivaliser avec les blockbusters de l'époque, hein, on voulait offrir un spectacle ample, épique, en donner pour son argent, ce qui n'est pas pour moi une mauvaise chose. On a voulu à la fois montrer des aliens, un énorme vaisseau, un vaisseau mère façon Independence Day, faire du thriller complotiste, mais quand même très verbeux, du film catastrophe avec l'explosion, donc on bouffe à tous les râteliers. Mais X-Files c'est quoi? Eh bien d'abord c'est une inquiétude, c'est un malaise en fait la série. C'est un sentiment qu'il y a quelque chose de caché sous le tapis ou dans le placard comme vous voulez. Les monstres existent, des gens haut placés le savent, ils le cachent. J'avais cité plusieurs fois Conversations secrètes pour la mise en scène de la paranoïa, notamment l'utilisation du téléobjectif, vous savez, donc un arsenal de longues focales qui tout de suite nous induisent l'idée que ce sont des plans de surveillance.
Carter, il a souvent cité Les Hommes du Président d'Alan J. Pakula comme influence principale. D'ailleurs, il le met même au même niveau d'influence que The Night Stalker. D'ailleurs, je regrette que, contrairement aux Hommes du Président et dans les premières saisons d'X-Files, on n'est pas de scène de parking. C'était quand même assez iconique où Mulder recevait ses informations. Là, c'est au profit de cette petite ruelle à côté du pub. En fait, on aurait vraiment aimé retrouver cette excitation d'une annonce de passage des aliens, comme on l'a vu chez Spielberg pour Rencontre du troisième type, mais en mode horrifique. Il aurait fallu en fait un bon équilibre entre le thriller et l'horreur sans non plus chercher une déflagration tout azimut. Ennemi d'État de Tony Scott s'était approprié le film de Coppola, mais avec un rythme et un aspect beaucoup plus commercial. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Gene Hackman reprend de façon détournée son rôle. Il y a un film qui pour moi traduit peut-être le mieux les exigences d'un thriller parano, presque nébuleux, dans son déroulé, avec des morceaux de bravoure quand même pour contenter la demande du public de l'époque. C'est le premier Mission Impossible de Brian De Palma. Alors évidemment, j'aurais pas aimé qu'X-Files soit juste une histoire de hacking, mais dans l'esprit, on a quand même là un idéal de thriller qui mêle machination, complotisme politique, un homme seul devant une organisation puissante et omnipotente. Parce que X-Files, c'est une invasion sournoise, on est plus proche de l'invasion des profanateurs de sépulture qu'Independence Day. Malheureusement, le film rejette ça. On aurait eu une histoire moins éparpillée aux quatre coins de l'hexagone, plus sérieuse quant au déroulé des séquences, avec chaque fin de séquence qui annonce la suivante, une mise en scène qui anticipe un peu, alors comme fait McTiernan dans Die Hard 1, c'est un peu le problème de Rob Bowman, qui est un formidable technicien, mais j'ai l'impression qu'il pense ces scènes pour avoir l'effet waouh, quitte à réitérer des figures. Par exemple, il y a un truc qu'il utilise mais au moins 3 voire 4 fois dans le film, c'est la caméra qui fait un mouvement ascendant pour partir d'une action et dévoiler le décor dans son ensemble. Donc ça, c'est sympa une fois ou deux, mais la troisième, je commençais vraiment à en avoir ras le cul. Le problème, c'est que ce film, détaché de la série, il me paraît très difficile d'accès. C'est pas tellement le fait que les gens ne comprennent pas une histoire. Le premier Mission Impossible de Brian De Palma, franchement, les gens à l'époque, très peu de monde avait gaulé, et c'était inutile d'avoir vu la série. Ethan Hunt, le personnage joué par Tom Cruise, il me semble que c'est un personnage original, on le voit pas dans la série. Et à la limite, c'était même mieux de découvrir le film de De Palma sans avoir vu la série, parce que le traitement du personnage de Jim Phelps, joué par John Voight, ça a été un traumatisme, surtout par l'acteur qui interprétait à l'époque dans la série, Peter Graves, qui avait dit tout le mal qu'il pensait du traitement de son personnage dans le film de Brian De Palma. Donc rendez-vous manqué, et d'ailleurs à la base, Carter il souhaitait arrêter la série et ne proposer que des films X-Files, voilà, avec un rythme tous les 3-4 ans, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait avec les Star Trek avec Leonard Nimoy et William Shatner. Là, on a juste un film coincé entre 2 saisons, donc j'ai dit une parenthèse, mais ouais, on peut le considérer comme une virgule en fait, une cerise sur le gâteau. C'est exactement d'ailleurs le terme employé par Adam West quand il dans le commentaire audio de Batman, le film de 69, qui était arrivé après la série, donc qui clôturait cette série kitsch. Alors X-Files allait rassembler encore suffisamment d'audience pour justifier 4 années supplémentaires. Bon, les audiences commenceront quand même un petit peu à décliner. Le film, je trouve qu'il a vieilli, il reste quand même une Madeleine de Proust pour certains, mais c'est peu probable qu'il draine un nouveau public. Intéresser quelqu'un sur un film vieux de 30 ans, déjà, c'est pas évident, surtout quand c'est les années 90, des films de daron, comme disent les jeunes, mais il s'inscrit tellement dans la continuité d'une série que ça me paraît difficile franchement de le regarder si vous n'avez pas suivi la série jusqu'alors, quoi. C'est vraiment un public de niche. Le film donc ne marche pas indépendamment. Cependant, le cinéma américain mainstream allait se renouveler, quoi qu'on pense des films. Dark City, Truman Show, Matrix, donc des héritiers de Philip K. Dick, je vous le disais en préambule, qui seront d'ailleurs bien plus parano et inquiétants que le film de Bowman. Truman Show, bon, c'est simple, pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu. Matrix, j'ai appris à l'aimer avec le temps. Par ailleurs, le film de Peter Weir a bien mieux fonctionné commercialement. Il est sorti au même moment que le film de Bowman. Bon, après, évidemment, il y avait l'apport de Jim Carrey, qui était déjà une superstar. Les critiques de l'époque sont au diapason d'ailleurs. Samuel Blumfeld, co-auteur avec Laurent Vachaud d'un de mes livres de cinéma préférés, une conversation avec Brian De Palma, comme quoi tout se recoupe, il dit « Jouant tout entier sur des codes de connivence avec le spectateur, le film de Rob Bowman a au moins le mérite de respecter l'esprit de la série, à défaut de le transcender. » Positif avec le brave Yannick Dahan, donc dans ce numéro.
J'étais abonné quand j'étais gamin, d'ailleurs il y avait une interview de Peter Weir pour Truman Show. Donc il dit que d'un point de vue cinématographique, il y a peu ou prou à sauver dans l'entreprise, réalisé platement comme bâclé dans des conditions de production télévisuelle, distillant un ennui mortel pour le spectateur lambda. Alors, moi je suis pas d'accord avec lui parce que c'est surtout la forme en fait hein, qui fait l'intérêt du film. Bon, après, c'est son point de vue. Le New York Times, film d'aventure brouillon et bancal qui n'a pour attrait que son titre. D'ailleurs, en parlant du titre, ça me rappelle je crois que c'était dans Libération, que le film était douteux avec son titre très réac, Combattre le futur. C'était pas dans Libé, mais enfin bon, ça me fait marrer. Quoi qu'il en soit, le film, donc, pour moi, il a absolument rien de honteux, hein, il est plus que propre, tonitruant, bien rythmé. Il est nanti de moments qui confortent le talent de Rob Bowman, qui sera beaucoup mieux servi avec son Règne de Feu, qui est un bon film post-apo avec des dragons, hein, si vous l'avez pas vu. X-Files, c'est vraiment un film de son époque, un relais pour une série qui avait bousculé le niveau attendu d'un épisode de série télé, mais ça n'a pas transformé l'essai au cinéma. C'est un film qui s'inscrit très clairement dans son époque, qui peut-être tente trop de retranscrire les succès du moment. Après, vous allez me dire, James Bond a fait ça très rapidement dans l'histoire de la saga, et elle a eu une pérennité quand même formidable. Je m'arrête un petit peu sur le Blu-ray, donc je sais même pas s'il y a un Blu-ray 4K, je ne pense pas. Sur le Blu-ray, il y a quelque chose qui est très intéressant, en fait, c'est que vous avez deux commentaires audio. Vous avez les commentaires audio de Chris Carter, de Frank Spotnitz et de Rob Bowman. Peu de temps après la sortie du film, hein, c'est un commentaire audio qui date de 99. Et vous avez un second commentaire audio, les mêmes, donc Bowman, Carter et Spotnitz reviennent en 2008, donc 10 ans après, pour un autre commentaire. Alors j'ai essayé de naviguer entre les deux, j'ai pas été jusqu'au bout du film, hein, parce que ça ressasse un petit peu des infos que je connaissais. Vous avez deux making-of, pareil, un making-of de 98 et un autre de 2008, où il n'y a pas de grosse différence, si ce n'est la qualité en fait de l'image de 2008 est un peu meilleure. Le bêtisier, je l'ai pas regardé. Est-ce que vous avez la piste de la musique à part? Ça serait bien ça. Non, bah en tout cas, sur YouTube ou Spotify, enfin sur une application, vous retrouvez le score entier de Mark Snow. Je vous encourage à l'écouter pendant que vous travaillez, vous écrivez, ce que vous voulez. Vous allez voir, c'est vraiment extrêmement stimulant. Ça me fait bizarre de me dire qu'il est plus parmi nous, Mark Snow, parce que c'est vraiment un compositeur sous-estimé, largement sous-estimé, quoi. Allez, pour me remettre un petit peu de bonne humeur, je vais écouter le thème de Millennium. Bon, écoutez, je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée, hein, je sais pas dans quel espace-temps vous vous trouvez. Et puis, bah, à très vite pour amorcer donc les chroniques de la saison 6. Ciao.